Alors, ma deuxième question, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont fait ces remarques, c'est pourquoi l'électricité est si chère en France. On produit l'électricité, a priori, hein, de ce que j'ai compris, la moins chère d'Europe, voire d'Occident, parce que grâce au nucléaire, voilà, on a l'électricité la moins chère d'Europe en production, et on a eu effectivement un prix d'électricité qui était un gros avantage comparatif qu'on pouvait avoir, un prix d'électricité extrêmement bas pendant 40 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un prix de l'électricité gigantesque. Enfin, je lis très régulièrement dans la presse quotidienne régionale tel ou tel boulanger qui existe depuis 13, 20 ans et qui est obligé de fermer son commerce parce qu'il reçoit une note d'électricité 5 fois supérieure à ce qu'il avait l'habitude de payer et qui ne peut pas continuer parce qu'en plus ses autres produits augmentent. Enfin là, c'est l'électricité qui le tue. Je vois des grandes entreprises qui fabriquent du verre, par exemple, ou même qui fabriquent des plastiques, etc., qui sont obligées de ne plus fabriquer en France et d'envisager d'envoyer leurs usines aux États-Unis. On voit notamment un fabricant de freins, son nom m'échappe, mais c'est une très grosse boîte française qui fabrique des freins pour avions, qui devait construire une usine en France et qui retarde le projet de 4 ans en disant, vu le prix de l'énergie, comme les freins, ça coûte très cher en énergie à produire, bah, on va peut-être, on attend 4 ans pour voir si le prix de l'énergie baisse en France, sinon bah, on va la mettre aux États-Unis, notre usine. Enfin, ça devient vrais problèmes, ces prix de l'énergie, alors que nous, on produit un prix a priori faible. Et on n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi on a un prix d'énergie si élevé qui continue à exploser en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette raison? Alors, si on veut raisonner sur toutes les énergies, pas seulement l'électricité, parce qu'on aura remarqué quand même que le gaz et le pétrole aussi augmentent en tendance. Mm. Si on raisonne sur toutes les énergies, pour ce qui est du pétrole et du gaz, l'explication, elle est relativement simple. C'est nous sommes, alors pour le pétrole, quasiment pas producteurs. On doit produire 1 de notre consommation domestique. Pour le gaz, on n'est plus producteur de gaz, donc on est importateur de pétrole et de gaz. Et géologiquement parlant, les quantités extractibles de pétrole et de gaz diminuent. Et enfin, la quantité d'énergie et donc d'argent, en quelque sorte, à peu près corrélée, hein, que l'on doit investir pour aller extraire toujours plus de pétrole et de gaz, augmente de plus en plus. Parce que le pétrole et le gaz sont de moins en moins bonne qualité. Donc en tendance, ça fait des fluctuations, mais si on élimine les fluctuations, et qu'on prend vraiment une courbe de tendance, on voit que les prix augmentent et ils ne feront qu'augmenter au fur et à mesure que les quantités vont s'amenuire. D'autant plus que nous sommes importateurs, donc on va être les premiers à subir les conséquences de cette, raréfaction du pétrole et du gaz. Ensuite, pour ce qui est de l'électricité, aujourd'hui, on est dans un système de marché de l'électricité qui est apparu depuis les débuts des années 2000, via, l'intégration européenne et tout ce qui s'ensuit, donc les traités européens qu'on a signés en France notamment, qui a voulu libéraliser à la fois le marché de l'électricité et pour cela construire, en gros, artificiellement une bourse de l'électricité, un marché, qui regroupe un marché à terme et un marché spot. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que le prix de l'électricité qui est négocié sur ces marchés-là suit une théorie économique qu'on appelle la théorie marginaliste en gros, le prix de l'électricité correspond au prix du dernier kilowattheure qui est injecté sur le réseau. Mm. Et donc ça dépend du mode de production d'électricité qui rentre en jeu en dernier sur le réseau. Et ça, alors c'est une théorie qui fonctionne sur d'autres aspects, mais on va dire que pour l'électricité, ça coche vraiment toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire parce que l'électricité est un bien très particulier, et notamment sur ses contraintes physiques intrinsèques, c'est que l'électricité est un bien qui, ne se stocke pas en l'état. Donc, on doit toujours avoir un équilibre consommation-production, toujours, l'égalité.
entre les donc la production doit être toujours égale à la consommation. S'il y a inégalité, alors la fréquence sur le réseau va varier. Il peut y avoir des soucis qu'on appelle du coup de délestage. Et puis après, si on va plus loin, beaucoup plus loin bien sûr, du blackout. Bon, il y a quand même des pare-feux entre temps, hein, mais ça peut provoquer ça. Hem et pour assurer cet équilibre-là, on a des moyens, des modes de production d'électricité qui ont quand même leurs caractéristiques qui sont propres, qui sont différentes et qui ont leur temps de réactivité qui sont différents. Donc prenons les renouvelables intermittents, eux, ils ne sont pas pilotables, donc on subit la production qu'ils réalisent, on doit s'adapter à cette production-là. Donc autant dire que pour équilibrer un réseau électrique, eux, ils sont pas du tout ils sont pas Mmh. du tout prioritaires. Donc on va les mettre en premier. Et ça tombe bien, la théorie marginaliste nous dit que les premiers modes de production qui vont être appelés sont ceux qui ont le coût marginal de production le plus bas. Bon, le coût marginal, c'est une partie du coût de production total, hein. Ensuite va arriver l'hydroélectrique, qui a le coût marginal le plus bas, le nucléaire, le coût marginal et puis après, on va avoir les modes de production qui sont fossiles, qui ont un coût marginal de production qui est assez élevé, donc le charbon, le gaz et ce qui a en gros le temps de réaction le plus rapide pour pouvoir équilibrer la production et la consommation à tout instant, c'est le fioul et le gaz, qui sont vraiment des modes de production qui ont, les capacités physiques, en fait, naturelles, suffisantes pour pouvoir injecter de l'électricité et varier leur production assez rapidement. Ce qui fait qu'on arrive, ça posait pas problème jusque-là, mais on arrive au fait que, le prix de l'électricité est à 80 toujours aligné sur les prix du gaz, parce que la dernière unité qui produit de l'électricité est à 80 du temps des centrales au gaz ou des centrales au fioul si vraiment on a besoin, d'encore plus, d'électricité. Hem, donc quand le prix du gaz était bas, ça posait aucun problème. On avait des prix de l'électricité qui étaient très bas, mais dès que les prix du gaz ont commencé à augmenter, là, ils ont rediminué, hein, depuis quelques semaines, mais dès qu'ils se sont Ouais. mis à augmenter, les prix de l'électricité se sont mis à exploser. Et là, ça a posé problème. On s'est dit: «Oh, c'est bizarre, il faudrait qu'on arrête cette espèce d'indexation». C'est un abus de langage, mais c'est pas vraiment une indexation, mais cette, indexation, la finalité, c'est que ça ressemble quand même à une indexation, des prix de l'électricité sur le coût marginal de production d'électricité par des centrales au gaz et donc, par extension, les prix du gaz, en quelque sorte. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été ainsi, en fait, en France. Avant l'apparition de ce marché de l'électricité, on avait en France un mode de calcul du prix de l'électricité qui était totalement différent. C'était, une volonté politique que de garantir les prix les plus bas pour les consommateurs, tout en faisant en sorte que les coûts de production de chacune des unités qui produisent de l'électricité de façon effective, sur le réseau, soient couverts au prorata de leur contribution propre à la production d'électricité sur le réseau. Ce qui faisait que, bah, on avait, 70 du prix de l'électricité qui était aligné sur les coûts de production et pas juste le coût marginal, hein, mais le coût de production total du nucléaire. On avait, 10 peut-être, j'ai plus les chiffres en tête, mais 10 Alors, sur attendez, l'hydraulique, pardon, une seconde. Pour que tout le monde comprenne, donc le coût de production total, bon, bah, ça, on comprend, hein, c'est je mets une usine en route, c'est tout le coût lié à cette usine qui va fabriquer de l'électricité. voilà, Donc coût fixe, coût ça c'est le variable. coût total. Du coup, le coût marginal, c'est bah, dans le cas de si ma centrale est une centrale au gaz, c'est bah, le prix du gaz, c'est-à-dire ce qu'il faut que je rajoute Voilà, pour faire tourner ma centrale. Donc, ma centrale, elle exactement, fonctionne déjà. Je dois rajouter du gaz. Le coût marginal, c'est le prix de ce gaz. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. exactement. Voilà. C'est juste pour que tout le monde Oui, oui, voit bien la vous différence. avez raison de préciser parce que c'est pas forcément des notions qui sont connues de tout le monde, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, le fait que, aujourd'hui, les prix de l'électricité soient alignés que sur le coût marginal de production des unités qui produisent, ça ne garantit pas aux producteurs d'électricité de pouvoir être rentables, en fait, de pouvoir couvrir l'entièreté de ces coûts de production via les prix du marché. Et quand les prix de l'électricité étaient très bas, autour de 30 € le mégawattheure pendant des années, le nucléaire, par exemple, ne couvrait pas ses coûts de production, total.
D'accord. Voilà. Et l'éolien, du coup, l'éolien photovoltaïque ne pouvait pas forcément garantir aussi de pouvoir couvrir les coûts de production totale, parce que le coût de production de l'éolien, c'est à peu près entre 60 et 80 euros le mégawattheure. Ça a peut-être diminué depuis, mais c'est dans ces ordres de grandeur-là. Donc quand on était à 30 euros le mégawattheure sur le prix, sur le marché de l'électricité, aucun constructeur voulait construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Parce que bon, je ne veux pas être rentable. Du coup, l'alternative qu'on a trouvée, espèce de rustine, c'est de subventionner, enfin de passer par une sorte de subvention, oui, la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques en garantissant aux producteurs un tarif de rachat qui couvre ses coûts de production. Et la situation récente fait que alors pendant très longtemps, bah, l'État devait compenser en gros le delta entre le prix de l'électricité sur le marché et le coût de production, hein, le prix garanti. Et aujourd'hui, les prix de l'électricité sont allés tellement haut que ce sont les producteurs d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque qui rendent de l'argent à l'État, parce que quand même ça va dans les deux sens, hein, faut pas abuser non plus, qui rendent de D'accord. l'argent à l'État parce qu'elles ont un trop perçu par rapport au prix du marché tels qu'ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de producteurs, enfin de fournisseurs d'électricité du coup éolienne et photovoltaïque qui veulent se séparer de ce contrat tarif de rachat garanti pour essayer d'avoir l'entièreté de l'argent et pas en redonner à l'État. D'ailleurs. D'accord. Et est-ce que c'est pour ça qu'on voit qu'actuellement, il y a des programmes d'éolien notamment qui s'arrêtent ou même certaines entreprises éoliennes qui sont au bord de la faillite? Est-ce que c'est lié à ça ou pas du tout? Alors ça, c'est plus, à mon avis, lié à la fabrication même des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. On en revient en fait à la problématique des autres entreprises qui doivent arrêter ou diminuer leur production parce que les coûts de l'énergie sont beaucoup trop élevés. Et au niveau des aciéries, des fonderies, etc., on consomme énormément soit D'accord. d'électricité, soit de gaz. Et comme on a des prix de l'électricité et du gaz qui explosent, bah, on va en gros subir une autre vague massive, à mon avis, dans les prochaines années, si on ne règle pas le problème de désindustrialisation du pays et voire même de l'Europe. D'accord. Et une autre question, j'entends beaucoup dire que l'Espagne, donc il y a un système européen de prix d'électricité. Et l'Espagne et le Portugal, je crois, ont quitté ce système et ils ont, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont une électricité 3 fois moins chère que la nôtre. Euh, Pourquoi? Enfin, Alors en fait, les alors Espagnols et les pourquoi eux Portugais, l'ont et pourquoi nous on le fait pas quoi? Enfin, c'est la alors faut double pas trop se question. réjouir de ce qui est fait sur la péninsule ibérique. Déjà, ils ont eu l'autorisation de le faire sous prétexte, ça c'est la Commission européenne qui le dit, sous prétexte ils ont pas forcément beaucoup d'interconnexions avec le reste de la plaque continentale, parce que les interconnexions passent qu'au niveau des Pyrénées. Du coup, ils ne pourraient pas profiter du prix de l'électricité renouvelable à bas prix, soi-disant. Ça, c'est purement démagogique, hein, qu'il y a dans la mer du Nord. En fait, la raison réelle, enfin l'explication réelle, c'est que les Espagnols et les Portugais ont réussi à faire cette espèce de bras de fer parce qu'ils avaient des prix d'électricité qui étaient énormes et du coup, ils avaient leur pays qui était asphyxié vis-à-vis de ça. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils sont pas sortis du mécanisme, hein. Ils ont juste dit, on va plafonner les prix du gaz. Donc D'accord. on va artificiellement plafonner les prix du gaz à un certain montant. Ce qui fait que, bah, les prix de l'électricité sont aussi plafonnés et le manque à gagner des producteurs, enfin des consommateurs de gaz, donc normalement des producteurs d'électricité par, centrale au gaz, sera payé par la collectivité, par les impôts. Voilà. Ah Donc oui, ils ont donc un en peu fait ils y gagnent diminué pas. Ok. Leur électricité leur et au coûte moins final, cher, mais ils vont ouais, payer plus d'impôts. c'est pas le consommateur qui va payer, mais c'est la dette, en gros. C'est la dette qui va payer. Oui, c'est Et compris. d'ailleurs, c'est un peu particulier parce que finalement, les autres pays frontaliers comme nous, on peut leur acheter de l'électricité à bas prix si on veut. Donc ça paye aussi l'électricité que peuvent fonctionner des Français, des Allemands, et cetera. Donc c'est pas forcément la solution la plus idéale. Non, une solution qui serait, à même d'être réalisée, j'ai donné un graphique, j'ai envoyé un graphique, sur ça. Alors dites-moi lequel c'est. Bah, le seul graphique où il y a les 2 courbes, la verte et la bleue. Alors, c'est celui-là. Exactement.
Ça, c'est des calculs que j'ai réalisés. La courbe bleue, c'est les prix de l'électricité sur le marché spot qu'on a eu sur le marché européen de l'électricité, du coup jusqu'en, août 2022. Et la courbe verte, c'est un calcul que j'ai réalisé où au final, c'est le prix de l'électricité qui aurait été, si on avait considéré le coût de production total de chacun des modes de production d'électricité au prorata de leur contribution propre à la fabrication d'électricité sur le marché, de l'électricité. Donc 70 D'accord. nucléaire, 10 gaz, c'est juste pour la France, hein. 10 gaz, le reste hydraulique et renouvelable. Donc on voit quand même qu'il y a un delta très important, une légère augmentation normale, les prix du gaz augmentent, mais Oui, mais on a légère. quand même un delta très important. Et ce qui pourrait être une solution, par exemple, c'est sur le marché national, on considère la courbe verte, donc on garde les prix d'électricité qu'il y a sur la courbe verte, et quand il s'agit de faire de l'importation ou de l'exportation d'électricité, on prend les prix sur la courbe bleue, pour pas casser le Ouais. marché, de l'électricité, le marché européen de l'électricité. Ça pourrait être une solution, par exemple. Oui, ça permet d'avoir un prix d'électricité nettement plus stable. On voit que la courbe verte, bon, elle bouge, mais elle est quand même beaucoup, beaucoup plus stable que la Mmh. courbe bleue. Et ça permet Plus bah, stable et si aussi aux industriels de se. garantit aux producteurs d'électricité de pouvoir couvrir leurs coûts de production. Ah oui, donc ça a tous les avantages, quoi. Et c'est ce système-là qu'on faisait avant en France. C'est OK. exactement ce système-là qu'on avait en France, avant, exactement. Et en Et plus de ça, alors, on avait une politique publique, enfin, on avait une stratégie politique qui voulait qu'on soit surproducteur d'électricité pour pouvoir le vendre à nos voisins. Ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas de problème pour passer l'hiver parce on avait des surproductions, des surcapacités de production d'électricité. Donc on n'a jamais eu ce problème-là, depuis qu'on a notre parc hydraulique et notre parc nucléaire en France. d'accord. Et alors, une autre remarque que j'ai souvent dans les commentaires de mes vidéos quand je parle d'électricité, c'est, et qu'on entend beaucoup aussi dans les médias, c'est qu'il y aurait des spéculateurs. C'est-à-dire que des gens qui achètent et qui vendent de l'électricité, comme ont pu le faire certaines boîtes américaines il y a quelques, comme Enron par exemple, il y a quelques décennies, je crois maintenant, euh, sans en produire, ils achètent et ils vendent de l'électricité, ils spéculent là-dessus, et en fait, ça serait une des raisons pour lesquelles notre électricité serait aussi chère. Est-ce que vous confirmez ça, ou alors c'est de l'ordre, enfin, ça existe les spéculateurs, on est sûr, mais leur impact est faible et c'est de l'ordre du fantasme. Quelle est votre opinion? En fait, la spéculation, elle va pouvoir intervenir quand il s'agit sur la base des prix spot d'électricité. Donc les prix spot, c'est vraiment les prix qui sont, journaliers. Donc, aujourd'hui, on a eu tel prix d'électricité et qui reflète ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on peut regarder les prix spot qu'il y a eu avant et le prix d'aujourd'hui. Par contre, vu que les fournisseurs d'électricité, font des contrats qui courent, sur plusieurs mois, voire jusqu'à 3 ans, il faut pouvoir avoir un marché qui anticipe, plus ou moins bien, les prix de l'électricité qui auront lieu dans, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 3 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché à terme et du coup, ce passage-là entre le prix spot et les prix spot passés et le marché à terme, bah, il se fait via de la spéculation, en fait. Il se fait via des estimations et aussi de la spéculation et c'est pour ça qu'on a des fortes fluctuations et que je crois qu'on avait entendu parler, récemment, quand on était en août de cette année, où on disait: «Les prix pour janvier 2023 ont atteint, 600 € le mégawattheure». J'ai pas les chiffres en tête, mais avaient atteint Oui. des prix, stratosphériques et ça, c'est principalement de la spéculation. Mais comme le marché à terme évolue également, en fait, c'est pas forcément si problématique que ça, parce que ça va poser problème si si une société a dit, «Ah bah, je vais, acheter de l'électricité, faire un contrat, pour, les 6 prochains mois», par exemple, et je les ai pris à ce prix-là, bon, il est trop élevé. Mais le concurrent a peut-être fait autre chose il a pris les prix de l'électricité plus bas. Puis il faut savoir aussi qu'au milieu intervient, il y a pas que le marché de l'électricité, il y a aussi l'Arenh qui arrive au milieu et qui là a une réserve de prix, enfin d'électricité à un prix qui est réduit, que, les Excusez-moi, j'ai pas concurrents compris. d'EDF, Excusez-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui arrive au milieu? J'ai mal entendu. c'est qu'on a le marché, du prix, on a le marché, on a le prix de l'électricité qui varie, donc marché spot, marché à terme, d'un Oui, côté. oui, Et de l'autre côté, et également en parallèle, on a aussi
un autre type de marché, on peut dire, c'est pas vraiment un marché, c'est une réserve d'électricité à un prix qui est réduit, donc c'est entre 40 et 50 euros le mégawattheure, qui est l'Arenh, en fait. Et l'Arenh, c'est l'accès régulé au nucléaire historique, enfin, à D'accord, l'électricité nucléaire historique, et qui dit que EDF doit fournir 100 TWh, je crois, d'électricité par an aux concurrents à un prix réduit pour, c'est une régulation de concurrence qui est un peu particulière. On pourrait faire tout un sujet sur ça aussi, mais voilà, il y a ça qui arrive au milieu. C'est pour ça d'ailleurs que l'État, en début d'année, avait augmenté le plafond de l'Arenh pour essayer de diminuer les prix de l'électricité encore. Pour d'accord. éviter aux fournisseurs d'électricité d'aller acheter sur le marché à des prix trop élevés et de prendre plutôt l'électricité nucléaire historique. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que c'est un petit peu plus clair. On comprend que les prochains mois vont être un peu compliqués, risquent d'être compliqués, et que les hivers sur les années prochaines, l'année prochaine et celle d'après, risquent encore d'être un peu compliqués. Et puis, on comprend mieux aussi pourquoi les prix explosent et ce qu'il faudrait faire probablement pour réussir à les maintenir sur des chiffres normaux. Donc ça, bah, Bah, je vous remercie. si nos dirigeants ne s'attellent pas très rapidement à faire en sorte de réformer ce marché de l'électricité qui finalement nous donne des prix d'électricité qui sont pas représentatifs de la réalité, qui sont surévalués, on va avoir des fermetures d'entreprises qui vont continuer largement. Et le deuxième problème qu'on a abordé en première partie, c'est si on n'a pas nos dirigeants, pareil, qui s'attellent à, en gros, construire des modes de production d'électricité pilotables dans les prochaines années, on va encore avoir des problèmes d'approvisionnement d'électricité. Et dans une logique de transition énergétique où on veut électrifier nos modes de consommation, à un moment, ça va coincer. Eh ben, Maxime Amblard, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre Abondance et pénurie, et je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller le voir chez votre éditeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne, et je vous dis à très bientôt.